Bon, Jean-Luc Forler, je suis expert en innovation agronomique auprès de Vivessia, qui est donc une coopérative du Grand Est de la France sur plusieurs départements. Donc je fais partie de l'équipe recherche et innovation. Donc mon rôle est très simple, c'est-à-dire je fais l'accompagnement d'un club, c'est-à-dire à peu près 400 agriculteurs que j'accompagne dans la démarche agriculture de conservation, c'est-à-dire que je canalise la démarche, je les aide à réussir cette période de transition. Pour ce faire, on a créé 16 groupes au niveau de ces 4 agriculteurs répartis sur l'ensemble du territoire de Vivessia. On se rencontre tous les mois, une demi-journée, pour parler de l'actualité technique, pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations, et surtout pour les aider à rentrer dans cette technique sans prise de risque. Donc avant d'aller chez Vivessia, donc ça fait 2 ans que j'y suis, j'étais à la Chambre d'agriculture de Moselle pendant 26 années, et sur les 26 années, j'ai à peu près 20 années que j'ai consacré à l'agriculture de conservation pour développer tout ça. Le premier facteur, c'était dans les années, fin des années 90, début 2000. On avait les blés qui étaient au plus bas. C'est-à-dire qu'il y a même des exploitants qui achetaient des chaudières à blé, préféraient se chauffer avec le blé que de le vendre. Donc il fallait trouver des systèmes pour baisser les coûts de production. Pour baisser les coûts de production, vous baissez les intrants, phyto, engrais, etc. Mais il y a un grand volet sur lequel on a rarement travaillé, c'est tout ce qui est charge de mécanisation et surtout la traction et les charges d'implantation des cultures qui représentent quand même des charges conséquentes. Donc l'objectif c'était d'attaquer ce volet-là. Et à l'époque, dans ces années-là, fin des années 90-2000, on entendait beaucoup parler de ces techniques qui se faisaient au Brésil, avec Claude Bourguignon à l'époque, qui faisait pas mal de conférences, qui nous ont un peu aidé à nous lancer dans cette technique. Donc on s'est intéressé là-dessus, l'objectif c'était vraiment de baisser les coûts de production. Mais pendant de nombreuses années, on est très vite retombé sur terre parce qu'on n'avait pas d'itinéraire technique précis, on n'avait pas une technique qui était bien canalisée, donc c'était au petit bonheur de la chance. On essayait des choses, le plus souvent il y avait des échecs, on essayait autre chose. D'ailleurs il y a eu une certaine lassitude au bout de 5-6 ans et beaucoup d'agriculteurs ont arrêté. Je ne sais pas par quel miracle j'ai continué, puis j'ai fait appel à des spécialistes qui m'ont expliqué les fonctionnements des sols, etc. Une fois quand on comprend les choses, après c'est beaucoup plus simple de mettre des itinéraires techniques en face. Et pour moi les principes pour réussir l'agriculture de conservation, déjà mettre de la sécurité. Alors mettre la sécurité, c'est quoi? C'est pas s'obstiner à tout prix de faire du semi-direct. Parce que le semi-direct peut engendrer des problèmes qui sont relativement graves. Campanule limace. Campanule limace, si on se fait dévorer une partie de la culture, c'est des baisses de rendement, c'est des mauvaises herbes qui apparaissent, etc. Donc, il faut mettre du bon sens, il faut mixer le travail superficiel avec du semi-direct, tout simplement, pour avoir toujours quelque chose d'ultra sécurisé. Donc ça a commencé à fonctionner quand on a compris que nos systèmes étaient, quand on passe en semi-direct en agriculture de conservation, et des systèmes qui étaient très demandeurs en azote. Donc il fallait trouver toutes les solutions possibles pour faire des usines à production d'azote sur les intercultures. Donc on a mis des années à trouver les bons mélanges multi-espèces pour les intercultures longues, la technique Févrole pour les intercultures courtes, et puis la technique du trèfle intermédiaire, donc qui sont aujourd'hui vulgarisées à grande échelle et qui ont des résultats plutôt plus que satisfaisants. Les problèmes sont beaucoup psychologiques. C'est-à-dire qu'on a un vécu, l'agriculteur, la charrue, les belles préparations. Là, du jour au lendemain, vous avez des chevaux comme ça, vous se mettez dans des couverts vivants, elle regarde les voisins. Donc il y a tout un travail psychologique. Ça fait 2 ans que j'y suis, sincèrement, et je fais plusieurs fois le tour de Vivessia pour les tours de plaine à la rencontre des agriculteurs.
sincèrement, je n'ai pas trouvé d'agriculteurs mécontents, ils sont plutôt satisfaits de la démarche. Et ils sont encore beaucoup plus demandeurs, ils aimeraient encore aller plus loin, c'est-à-dire au lieu de faire un tour de plaine tous les mois, c'est peut-être d'avoir un conseil un peu plus personnalisé, etc., etc. Mais bon, ça c'est un peu plus compliqué à faire quand on est tout seul. Alors déjà, je ne cherche pas à pousser les agriculteurs. Il faut savoir qu'il faut que la démarche vienne d'eux-mêmes. Alors, les motivations sont multiples. Les motivations sont liées à des échecs du conventionnel. Vous allez sur les argilo-calcaires, c'est toute la périphérie du secteur de l'UVSA. Ils ne font pas de rendement parce que ce sont des sols superficiels. Ils ne peuvent pas faire de rotation pour lutter contre les vulcans résistants. Donc ils accumulent tous les problèmes. Donc pas de rendement, beaucoup de charges. Donc voilà, des systèmes qui sont limite viables. Donc ils essayent d'aller vers autre chose pour baisser les coûts de production, pour baisser les charges de mécanisation, moins de fuel, moins de traction, etc. Pour baisser les charges, les intrants, et vous maintenez les rendements, voire vous pouvez même les améliorer. Donc c'est une des motivations principales. Pour d'autres, c'est voilà, on arrive à la fin d'un modèle, il y a la rupture des chimies. Je mets en œuvre tous les leviers qu'ils ont, parce que dans la Marne, ils peuvent faire des rotations longues. Ils ont des charrues, et malgré ça, il y a des vulcans résistants, etc. etc. Donc voilà, je pense que les agriculteurs se rendent compte qu'on arrive à une grande mutation de la profession. Donc il y a ceux qui aiment bien anticiper, et puis il y a ceux qui attendent de voir. Donc voilà. Donc chaque secteur a ses problèmes. Prenez cet hiver, avec toute la pluie qui est tombée, ça a raminé de partout, les meilleures terres, la Marne se retrouvait dans la parcelle voisine, etc. Ça les a beaucoup marqués. Donc, voilà. Alors mon rôle, c'est pas de déclencher, mon rôle c'est d'accompagner. C'est-à-dire, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, la technique d'agriculture de conservation, est-ce que ça marche en craie, est-ce que ça marche en limon? Comment je la mets en œuvre? Quelles sont les espèces que je vais mettre en place, etc. etc. Donc c'est l'objet de tous ces travaux qu'on fait au niveau expérimental, tout simplement, qui ont permis d'améliorer le système. Moi je travaille, on a travaillé beaucoup de choses, au niveau du UVSA, on a travaillé les couverts semi-permanents, les trèfles qu'on sème dans les colzas, etc. Et on regardait ce qui se passait sur les deux cultures qui suivent, ce que je vous ai montré en réunion, avec des résultats toujours très très intéressants. On fait chaque année des screenings des nouvelles variétés de couverts. On regarde leur adaptation au type de sol, à la date de semis de couvert. Quand ça nous intéresse, on les met en mélange avec d'autres choses pour créer des mélanges pour chaque type de sol, pour chaque date de semis, etc. etc. Donc oui, on fait avant tout de la recherche. Donc quand on vulgarise, en général, c'est toujours issu de toute une période expérimentale. On ne vulgarise pas au petit bonheur de la chance.